organiser le programme et je propose que l'on fasse un premier bloc avec les 4 premières communications prévues pour le matin qui ont une cohérence puisqu'elles portent sur Kimpa Vita. On fera une pause et après on reprend avec les 5 autres communications qui concernent la diffusion du kimbanguisme en dehors du Congo. Je tiens aussi à vous informer qu'il y a une communication qui n'aura pas lieu, celle de Donatien Diboué et César Nkonku Kondé qui ne sont pas présents. Encore pour les questions pratiques, tous les participants peuvent parler pendant 20 minutes. Est-ce qu'il y a un problème? Comment? Vous êtes présent? Bon, très bien. Alors, vous parlerez à votre tour. Merci beaucoup. On m'avait donné une information dans un autre sens. Alors, on fera donc les autres 6 communications après la pause. Tous les intervenants ont droit à 20 minutes. Et puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous prie de respecter strictement les 20 minutes qui vous sont accordées. Je voudrais aussi demander à tous les participants dans ce panel de se présenter avant de passer à l'exposé. Je vais donc passer la parole au premier intervenant, qui est Serge Mboukou, et qui va nous parler sur Messianisme et modernité, Dona Beatriz Kimpa Vita et le mouvement des Antoniens. En fait, il s'agit de la présentation de son livre qu'il va faire ici. Merci, je te passe la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, selon l'habitude, je sacrifie à la coutume en remerciant les organisateurs de cet événement, de cette rencontre scientifique, pour essayer de faire converger, croiser et au fond s'interféconder les apports, les différents apports autour de la figure de Simon Kimbangu et de son action, d'une part, mais aussi par rapport à tout l'arrière, comment dire, la scène qui rend possible l'émergence même de ce type de figure. Et ce faisant, la figure que nous pouvons considérer comme majeure de Kimpa Vita est absolument indispensable. Elle est indispensable parce que finalement, dans la logique historique, même si par ailleurs il faudrait envisager une célébration et une reconnaissance d'un rapport anachronique au temps, puisque quelque part le temps, la problématique du temps fait des nœuds, va et vient, dans la mesure où au fond les dynamiques, les représentations, les imaginaires dans lesquels les individus se situent, qui permettent aux hommes de se mouvoir, qui permettent aux hommes de forger leur activité ou d'habiter le temps, d'habiter les espaces. Ces imaginaires sont conditionnés par des figures fortes qui les aident à se situer. Bon. Donc, je vais essayer ici de présenter un petit travail que j'ai eu à faire sur cette figure forte, cette figure majeure et déterminante, à mon avis, de Kimpa Vita, Dona Beatriz et le mouvement des Antoniens. Premièrement, présenter cette figure, c'est de toute façon envisager la question suivant ou selon une perspective, en principe, biographique. Mais en réalité,
si je veux être rigoureux avec ma conviction, ce n'est pas d'une biographie qu'il s'agit. Kimpavita est une figure, c'est une figure monde. C'est une figure monde dans la mesure où, au fond, son action, sa posture, son positionnement à la croisée du destin du royaume du Congo, mais à la croisée également des dynamiques instaurées par la modernité, cette figure révèle une expérience extraordinairement riche, n'est-ce pas, qui, au fond, va travailler notre être, notre pensée, nos corps, notre habitation et notre organisation du temps, notre circulation dans les espaces que détermine la modernité, dans les trajets qui, au fond, nous mènent jusqu'ici, mais dans les trajets également qui ont mené des hommes, des biens, à travers les mondes de la modernité. Donc je pense là, bien sûr, à toute cette réalité extraordinaire que Paul Gilroy a appelée l'Atlantique noir. Mais j'en parlerai éventuellement après, même si le temps qui nous est imparti, bien sûr, est court. Premièrement. Deuxièmement, il a été question ici en tout cas, en m'invitant ici, on m'a parlé d'une rencontre scientifique. La science, me semble-t-il, requiert d'un côté la passion du savoir, la passion inextinguible du savoir qui suppose, au fond, toujours le désir, c'est-à-dire le manque, c'est-à-dire la précarité, c'est-à-dire la faille, c'est-à-dire la conscience que de toute façon nous ne pourrons jamais, et tant mieux, posséder une vérité définie et définitive sur les questions et les objets que nous essayons de manipuler. Bien. Donc, il faut une passion qui constitue, au fond, le vrai carburant qui nous permette d'avancer, premièrement. Deuxièmement, cette passion doit nous faire éviter les écueils du populisme le plus vulgaire. Je crois que cela doit être, au fond, pour nous, une sorte de vigile, n'est-ce pas, qui nous empêche de tomber dans de nous confronter à des écueils qui nous donneront l'illusion d'avancer, mais qui en réalité nous feront nous fracasser contre les impasses que nous aurons nous-mêmes par ignorance ou par séduction bâtie. Je crois que de ce point de vue, l'exigence intellectuelle requiert, demande, exige, n'est-ce pas, que nous puissions, au fond, d'une part, avoir cette passion de la vérité, mais d'autre part, que nous puissions avoir la froideur du scientifique qui analyse, n'est-ce pas, qui, avec le scalpel de la pensée et de la raison, essaie de décrypter, essaie de disséquer, essaie d'analyser, n'est-ce pas, les données qui sont en présence afin de pouvoir restituer et redonner à ceux qui cherchent des éléments pour pouvoir organiser leur pratique, leur vie de la manière qui soit selon l'ordre de la raison. Car, vous savez très bien, les souffrances qui ont été, puisque de l'homme noir, les souffrances qui ont été, n'est-ce pas, occasionnées par le déni de la raison. Eh bien, si une certaine tradition intellectuelle a dénié la raison, je vous en supplie, ne confirmons pas cela en essayant de nous laisser séduire par des facilités pseudo-théoriques. Ayons la capacité de penser les choses avec modestie et néanmoins détermination. Ça, c'était pour moi préalable. Et par devoir d'honnêteté, je me devais de vous dire cela ici pour que nous sachions, me semble-t-il, de quoi nous voulons parler. Donc, alors on m'a demandé de présenter mon livre. Alors évidemment, c'est toujours très embêtant de présenter soi-même son livre. Mon camarade, mon voisin disait que présenter soi-même son livre, ça fait un peu celui qui veut vendre un peu
Ça, Camelote, c'est toujours un peu étrange comme exercice, hein? Mais ma foi, ce que je vais essayer de faire devant vous, avec vous, pour vous, c'est de donner quelques précisions sur la démarche qui a été la mienne, et ensuite je donnerai quelques pistes, mais vraiment quelques pistes, si le temps me permet, de ce dont j'ai voulu traiter. Ma méthode et les convictions qui m'ont motivé me semblent être importantes à énoncer devant vous. Pourquoi ai-je voulu écrire ce livre? J'ai voulu écrire ce livre parce que, pour moi, l'histoire est par excellence le terrain, le lieu de l'accumulation des processus, des formes, des débris, des bribes, des traces d'un passé qui ne cesse de se survivre, du retour du refoulé, pour utiliser des concepts freudiens, d'un véritable pouvoir de survivance. Donc, si je devais m'adosser sur un auteur, je penserais à des hommes comme Walter Benjamin d'une part ou Aby Warburg. Pourquoi? Parce que cette survivance des séquences temporelles nous inscrit et nous réinscrit dans l'impératif de subversion de l'ordre historiographique classique. C'est-à-dire que les objets que nous analysons, si nous voulons les analyser de façon forte, nous avons nécessairement à remettre en question les ordres des linéarités qui jusqu'à présent régissent les objets ordinaires, car l'espace du messianisme en tant que lieu d'articulation d'une grammaire du temps n'est pas un objet ordinaire quant à l'organisation de ce temps. L'anachronisme devient donc quelque chose qui, sous certaines conditions, doit être revu, ressaisi, repensé, analysé. Le point de départ de ma démarche intellectuelle est marqué donc par une première conviction forte. La conviction que l'étude historique et socio-anthropologique des mouvements socio-religieux et politico-économiques, particulièrement en Afrique noire et dans les mondes coloniaux, et dans le monde en général, est un pôle majeur et incontournable pour une intelligibilité de la modernité. Modernité sociale, mais aussi modernité politique, économique, qui s'élabore et s'expérimente dans cet espace. Pour moi, réfléchir à partir du religieux, c'est de fait axer solidement la réflexion autour d'une des pointes les plus avancées, les plus acérées et les plus aiguës, et probablement les plus fécondes que ce continent, l'Afrique, a érigé dans son dialogue avec les autres mondes, dans son dialogue avec les mondes globalisés que nous essayons d'habiter ensemble, parfois de façon dramatique, parfois de façon tragique. L'habitation du monde est une habitation paradoxale qui comporte des joies, mais qui comporte également des peines. Mais hélas, nous n'avons qu'un seul monde et nous devons toujours, tous les jours, inventer des modalités d'habitation les plus viables possibles de ce monde. Et de ce point de vue, la prophétesse Kimpavita a probablement proposé en une période de crise de l'habitation du monde une vision forte, une théorie, hein, puisque théoria, je l'ai dit à mes petits camarades dans le panel d'hier, théoria, c'est vision. Elle a eu une vision forte des enjeux qui travaillaient la société jusqu'à la tendre, jusqu'à la rompre. Comment réparer les corps, travail thérapeutique, mais comment réparer également le corps politique, n'est-ce pas? Travail de pensée politique. Donc, la pensée, à ce moment-là, devient un acteur, un lieu de fécondation de l'action. La pensée devient une pensée agissante. Kimpavita, de ce point de vue-là, a une vision, elle théorise, elle invente, elle habite sa pensée jusqu'au bout, n'est-ce pas? Elle habite sa pensée jusqu'au bout, d'une part,
mais elle pense en homme ou en femme d'action, n'est-ce pas? Et elle agit en homme ou en femme de pensée, de vision. D'accord? Donc là, il y a une véritable, comment dire, totalité. La pensée devient action, l'action devient pensée. Telle est peut-être l'une des marques de la grandeur de cette figure et qui, justement, fait qu'elle mérite d'être plus et mieux connue. Aussi bien dans les mondes congolais que, quand je parle des mondes congolais ou des mondes Congo, si vous voulez, j'ai eu quelque part dans mon parcours quelques prises de bec avec des collègues qui disaient « Ah oui, mais c'est Congo avec K, il ne faut pas déconner. Ah oui, mais c'est Congo avec C, parce que je pense que Kimpavita, aussi bien dans la logique de son action, envisage les choses non seulement comme un lieu d'intégration et non d'exclusion, mais elle envisage les choses dans une perspective nationale, puisqu'elle agit dans le cadre d'un royaume déchiqueté, déchiré, et elle est dans une logique d'intégration et non pas d'exclusion. Premièrement. Deuxièmement, Kimpavita nous inscrit dans une perspective de déterritorialisation, puisque son action se situe dans un contexte où circulent des hommes, circulent des marchandises, circulent des biens. Cette circulation est parfois perverse puisque l'homme est marchandisé. Donc là, il y a quelques petits, comment dire, il y a des réagencements, hein, il y a des perversions qu'il faudrait revoir. Pour moi donc, le religieux constitue, pour nombre de raisons, historiques et contingences, mais aussi structurelles et épistémologiques, un lieu d'invention, de réinvention et de composition, presque au sens artistique, de prolifération des récits, dans la reconfiguration permanente et avec ou le monde global. Le monde global. Le monde global. Hein? La modernité passe par l'échange, la conversation avec les autres. On ne peut pas. Si nous avons à être nous-mêmes, on ne peut pas exclure les autres. Si nous avons à être plus que jamais nous-mêmes, c'est en tant que nous avons à donner la main aux autres. Les autres sont aussi un visage de nous-mêmes, même si cela n'exclut pas les malentendus. D'accord? Malentendus qui sont des lieux de confirmation finalement de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus significatif. Sinon, on serait des rêveurs, mais des rêveurs petits, et non pas des gens qui portent le grand rêve, tel Kimpavita, qui, elle, portait le grand rêve d'une déterritorialisation, d'une véritable modernité, si on considère que modernité vient de modus, c'est-à-dire la modification des équilibres établis pour une alternative, voire pour une utopie. Cette utopie se décline selon les valeurs de justice, de liberté, de prospérité. Je ne viendrai pas sur le fait qu'il y a un rapport avec les cultes des bitomi, Tomisa, hein, améliorer Tomisansi, hein, améliorer, arranger, réarranger, rendre fécond, rendre fertile le pays, la terre, restaurer les équilibres, réinstaurer la santé des corps individuels, mais aussi la santé du corps politique. N'est-ce pas? Donc là, il y a une véritable piste, mais je dirais même, oui, boulevard, mais piste c'est mieux parce que la piste demande d'être entretenue, n'est-ce pas? Retravailler en permanence, surveiller, parce que les mauvaises herbes ont la vie dure, vous le savez. On me coupe le sifflet. Bon, alors, donc je vais peut-être essayer de justifier au moins le titre. Pourquoi messianisme et modernité? Pourquoi messianisme et modernité? Messianisme et modernité parce que, quoi que l'on en dise, le messianisme est un phénomène moderne. Le messianisme
se conjugue, j'allais dire, avec la modernité. Puisque le messianisme est une élaboration de la crise. Puisque le messianisme est une production de la crise. On le voit dans l'espace Congo avec des figures comme Kimpavita ou Simbavita, mais ça c'est un autre débat. On le voit à travers le messianisme juif, n'est-ce pas? Puisque Jésus surgit dans un contexte de crise. Le pays est occupé par les Romains. Mais il y a toute une tradition messianique qui s'inscrit dans l'espace, dans un contexte de tragédie, de souffrance, d'exil, ainsi de suite. Donc, l'espérance que quelqu'un viendra, que des hommes se lèveront, Massia, que des hommes seront envoyés, n'est-ce pas, pour restaurer les choses. Et si des hommes seront envoyés pour restaurer les choses, pour restaurer la normalité, puisque la normale, L apostrophe A normale devient la LA norme, n'est-ce pas? C'est ça la perversion. Eh bien, si la normale devient norme, à ce moment-là, effectivement, il nous faudrait un homme pour modifier les équilibres. C'est ce Messie, c'est ce Sauveur. C'est cet homme qu'on espère, et dans toutes les cultures où les hommes sont dominés, écrasés, cette espérance est un ressort absolument fondamental qui justifie l'habitation du monde, qui permet d'ouvrir et de penser une ouverture, un horizon du champ même des possibilités, et donc qui stimule et féconde l'imagination prophétique dont Jean-Pierre Dozon a parlé ici en évoquant Spinoza, n'est-ce pas? La question du théologico-politique s'inscrit dans l'imagination. Et le prophète est un homme qui, précisément, imagine un autre monde, une autre possibilité d'habiter le monde, des autres rapports avec autrui, des autres rapports avec le monde, des autres rapports avec nous-mêmes. Que ce soit donc du côté, j'allais dire, de la salubrité spirituelle, mais ça peut être aussi du côté de, j'allais dire, de la dimension saine des structures économiques et politiques qui nous aident à vivre au quotidien. N'est-ce pas? Donc là, il y a quelque chose. Je dis donc que le messianisme est jumeau de la modernité. Puisque si on s'inscrit dans cet espace de la crise, cela signifie qu'on modifie notre façon d'habiter le monde. Modus, on change de lunettes pour voir autre chose. On change de mode d'habitation du monde. N'est-ce pas? Donc la crise qui rend possible le messianisme est une condition, mais le messianisme se pense comme ouverture. Et ça, on le voit dans le messianisme qu'on pourrait appeler paradigmatique, à savoir le messianisme juif, mais on peut le voir aussi dans le messianisme Congo de Kimpavita, mais on peut le voir aussi dans le messianisme de Simon Kimbangu, qui, précisément, à un moment où le Congo est dans la nuit, envisage, rêve, énonce, n'est-ce pas, une nouvelle possibilité, énonce, prophétise, c'est-à-dire pro, en avant, fémi, parler, qui parle d'un jour qui viendra, et qui viendra bientôt. Cette urgence prophétique dont parlait Bruno Chenu, n'est-ce pas? Ça c'est pour mon ami Aurélien Mokoko-Gampieux qui n'est pas là, qui aurait pu aussi présenter son livre, mais bon, peut-être qu'il aura l'occasion de le faire dans le panel où il est, n'est-ce pas? Le prophète, c'est celui qui parle en avant, qui parle fort pour que ceux qui sont loin entendent, mais qui parle aussi de ce qui viendra. Mais ce n'est pas un rêveur, c'est quelqu'un qui parle de à partir d'un présent épais. Donc, messianisme et modernité, parce qu'on ne peut pas penser pertinemment le messianisme sans modifier les équilibres fondamentaux, les équilibres de base. Je vais... 0 minute, il faut conclure. Bien. D'accord, je t'en prie, c'est pas grave. Alors, donc je disais que quelques pistes dans ce livre,
j'allais dire finalement, ça vous donnera l'occasion peut-être de le lire, hein, je ne sais pas. J'explore le rapport de Kimpavita au culte mégalithique Nkita, c'est-à-dire les cultes des pierres, à savoir l'inscription de cette jeune femme dans la tradition Congo profonde. Mais ce culte mégalithique Nkita, j'essaie de l'étudier comme un espace où, au fond, on célèbre, on espère, on travaille pour les équilibres globaux. Mais je pense aussi que Kimpavita incarne une modernité métisse, n'est-ce pas? La modernité, je pourrais dire, c'est la modernité qui vient, c'est-à-dire la modernité qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, mais qui permet aussi de nous connaître par les autres, à travers les autres. Donc, on ne peut pas comprendre l'aventure, le surgissement de Kimpavita sans établir une gémellité entre le royaume du Congo d'une part, mais aussi, ça je pense à mon maître Jean-Pierre Dozon, mais le royaume de Portugal d'autre part, n'est-ce pas? Le royaume de Portugal et le royaume de Congo s'inscrivent dans un jeu de miroir. D'accord? Dans un jeu de miroir, après ça produit bien sûr des espèces d'anamorphoses culturelles, ça produit des inventions, des traductions, des trahisons même parfois de la part des différents acteurs, ça produit des violences, ça produit des malentendus, mais des malentendus féconds. Mais nous sommes là dans la possibilité de la création de quelque chose de nouveau, qui passe par peut-être la contestation des traditions, d'une part, mais aussi la promotion de la nouveauté d'autre part. Et il s'agit pour